che non ho mai veduto e vissuto con te, adesso sì li vivrò con te, partirò. Felicità, ritenersi per mano, andare lontano, la felicità, il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità, e restare vicini come bambini, la felicità, felicità. Zone Europe sur Sensation. Bonjour et bienvenue dans Zone Europe sur Radio Sensation et sur TV78, une émission spéciale enregistrée à Rome. Rome, une ville importante pour la construction de l'Europe, avec le 25 mars 1957, il y a 66 ans, la signature du traité de Rome, créant la communauté économique européenne. Zone Europe. Voici le sommaire de cette émission. 44% des Italiens ont une image positive de l'Union européenne. Mais qu'en attendent-ils? Réponse dans un instant. La lutte contre l'immigration clandestine, c'est l'une des priorités du gouvernement italien. Nous verrons la réaction de l'ONG Baobab Experience qui aide les migrants. 10 ans de pontificat pour le pape François. A-t-il vraiment changé l'Église? Qu'a-t-il apporté? Qu'en est-il de son état de santé? Nous rencontrerons le correspondant du journal La Croix à Rome. En Italie, 11,8 millions de personnes parlent couramment le français. L'Institut français Centre Saint-Louis de Rome assure la promotion de la francophonie et de la culture française. Vous verrez. Zone Europe. Ogni notte che faccio ci sarà un nuovo tramonto per ogni cosa che ho. Col tempo se ne va, resto sveglio nella notte con il vuoto intorno, pensieri nella testa, origami all'alba anche da solo. Perché noi siamo un magnifico difetto che con te è stupendo e non voglio dare un senso a tutto questo, ma con te è diverso e cancelliamo le paure per poi poterci addormentare, perché noi siamo un magnifico difetto. Dimmi che c'è, cerco il motivo per cui sei sai che non lo dirò, giuro a nessuno mai, 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 ma mai. Io anche mi chiudo, sai, ma dai ormai. Dimmi che c'è, sei un po' in bilico tra i perché credi di essere il primo, oh, 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 nai, 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 nai. 44% des Italiens ont une image positive de l'Union européenne contre 36% des Français. Qu'est-ce que les Italiens attendent de l'Europe? Avec l'extrême droite au pouvoir, les relations entre l'Union européenne et l'Italie risquent-elles de se dégrader? J'ai rendez-vous avec le professeur Raffaele Torino, coordinateur du Centre Europe Direct de l'Université Roma Tre. Zone Europe. L'Italie a été l'un des 6 pays fondateurs de l'Union européenne. C'est même ici, à Rome, qu'a été signé les 2 traités que l'on considère aujourd'hui comme les traités fondateurs de l'Union européenne. Un homme politique italien incarnait fortement cette idée européenne, c'est Alcide De Gasperi. Oui, bien sûr. Alcide De Gasperi était un politicien italien. Il était un politicien très, très célèbre de la démocratie chrétienne qui a été Premier ministre et chef provisoire de l'État italien pendant les périodes entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et les débuts de la démocratie républicaine italienne. Et il est considéré un des pères fondateurs de l'Union européenne. Mais il y a aussi eu des Italiens pas moins important, comme Altiero Spinelli, qui a été aussi l'écriteur et le penseur du Manifesto dei Ventotene. En Italie, on dit que les pères fondateurs de l'Union européenne ont été Alcide De Gasperi, Robert Schuman, Jean Monnet et aussi Altiero Spinelli. Donc, nous sommes bien contents d'être été entre les pays fondateurs de l'Union européenne. Et puis plus récemment, il y a aussi David Sassoli qui était le président du Parlement européen. Alors si on regarde ces 20 dernières années, l'Europe a traversé de nombreuses épreuves, introduction de l'euro, crise économique en 2008, la crise migratoire en 2015, la pandémie, puis l'Italie a été en première ligne de ces nombreux défis au niveau qu'on a tous connus au niveau européen. Est-ce que tout cela, on a un peu le sentiment en Italie que ça a fait naître un peu de déception sur le projet européen? Est-ce que c'est ce que vous pensez aussi? Je pense que surtout après la pandémie,
du Covid, les Italiens ont gagné encore un peu plus de fiducie dans l'Union européenne parce qu'on a vu, nous sommes les pays qui plus bénéficient des fonds européens, des Next Generation EU, et donc les Italiens ont vu que l'Europe peut être pragmatiquement un aide pour l'Italie. Et donc, si c'était vrai qu'il y a 10 ans, 15 ans, la fiducie des Italiens a été un peu baissée, mais maintenant, je pense que les Italiens ont beaucoup de fiducie dans l'Union européenne. En quoi justement l'Union européenne est importante pour l'Italie Alors, aujourd'hui? je pense que d'un point de vue général, l'Union européenne, c'est important parce que c'est un modèle. On peut dire qu'en Europe, dans l'Europe, nous pouvons mieux manifester notre idée, notre valeur plus importante. C'est aussi important parce que c'est vrai que l'Union européenne, à travers l'Union européenne, l'Italie reçoit beaucoup d'aides économiques et financières. Alors on a vu, tout à l'heure vous avez dit que les Italiens ont encore foi en l'Union européenne, pourtant ils ont élu Giorgia Meloni comme première ministre. Elle n'est pas forcément réputée au départ en tout cas pour son europhilie envers l'Union européenne. Est-ce que les Italiens sont eurosceptiques finalement? Je pense... Ou cette élection ne veut rien dire? Je pense que l'élection de Giorgia Meloni a été un passage important dans notre histoire parce que a été la première ministre femme de l'Italie, a été la première ministre qui vient un peu de la droite italienne, mais c'est aussi vrai que Giorgia Meloni s'est vraiment bien conduite immédiatement quand elle a eu s'est rapporté avec les autres chefs politiques de l'Europe. Et on peut dire que la position italienne avec Giorgia Meloni, ce n'est pas très différent de la position que nous avons eue avec Mario Draghi. Alors sur la guerre en Ukraine, justement, l'Italie s'est alignée avec l'Union européenne, elle soutient Kiev très fortement. Pourtant, Silvio Berlusconi, qui fait partie de l'alliance de la coalition avec Giorgia Meloni, est un grand ami de Vladimir Poutine. Est-ce qu'on en parle un petit peu en Italie de tout ça? On parle beaucoup de ça parce que l'alliance qui soutient Giorgia Meloni, c'était formée par Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi et Salvini. Et en effet, on voit que dans cette alliance, il y a un peu de, comme on peut dire en français, bouleversement sur ce point, parce que Silvio Berlusconi c'est plus proche à une position, je ne veux pas dire proche à celui de Poutine, mais plus proche à la paix à tout prix. Giorgia Meloni c'est plus rigide sur ça. Giorgia Meloni il veut soutenir l'Ukraine, il veut soutenir les forces de l'Union européenne, et donc il y a un peu de contraste dans l'alliance, mais qui pour le moment il semble qu'il peut le gérer. Alors pour les Italiens, il y a un sujet qui est très important, c'est la question migratoire. Qu'est-ce qu'ils attendent de l'Union européenne? Ça, c'est vrai. En effet, ça, la question qui est la plus importante pour l'Italie et pour les Italiens, parce que notre position géographique fait de l'Italie un point d'arrivée. J'ai entendu une porte d'entrée de l'Union européenne. Avec l'Espagne et la Grèce notamment. Oui, mais maintenant, j'étais en train de lire un rapport. Dans les premiers 4 mois de l'année, nous avons reçu plus de 20 000 personnes. Malte a reçu 1 personne. L'Espagne a reçu, je pense, 2-3 000. Et donc, nous sommes la porte d'entrée de l'Europe. Et maintenant, nous avons les mêmes numéros que nous avons dans les premiers 4 mois de la crise migratoire de 2015. Donc, ça, c'est un problème sérieux, c'est un problème qu'il faut manager parce que maintenant, la route principale, c'est de la Tunisie à l'Italie. Est-ce qu'il y a d'autres sujets aussi qui intéressent fortement les Italiens? On pense à la santé aussi, qui a été durement frappée pendant la pandémie. Nous sommes un peu, oui, bien sûr la question migratoire, mais c'est aussi la question de l'énergie. Nous voyons un peu avec des craintes l'effet qu'ils ne trouvent pas une position unique commune européenne, parce que nous voyons que la France prend sa position, la Germanie, l'Allemagne prend sa position, l'Espagne prend sa position, et nous pensons que nous devons vraiment avoir un marché commun de l'énergie pour contraster efficacement ce qui se passe, pour autant, avec la Russie maintenant, mais peut-être avec un autre pays dans le futur. Nous voyons qu'il faut être plus européen encore une fois. Grazie mille, Raffaele Torino.
Grazie a voi, è stato un piacere essere qui con voi. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano. Sienta a me chi ti fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore. E vola, vola si va, sempre più in alto si va. E vola, vola con me, il mondo è in atto perché se l'amore non c'è, basta una sola canzone per far confusione fuori e dentro di te. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano vero. La lutte contre l'immigration clandestine est l'une des priorités de la première ministre italienne Giorgia Meloni. Un nouveau décret a d'ailleurs été pris récemment pour durcir les peines contre les passeurs, mais certaines ONG qui viennent en aide aux migrants craignent aussi d'être accusées de complicité. Rencontre avec Andrea Costa, président et fondateur de Baobab Experience. Zone Europe. Avec la Grèce et l'Espagne, l'Italie est l'une des portes d'entrée en Europe en termes d'immigration. En 2022, 72 000 clandestins sont arrivés dans le pays. En 2016, au moment de la crise migratoire qu'a connue l'Europe, vous avez décidé, Andrea Costa, de créer cette association Baobab Experience. Pourquoi est-ce que vous avez créé Baobab Experience ? Déjà, c'est important de dire que nous nous lançons en 2015-2016 parce qu'il y a un grand nombre de débarquements. Et nous nous sommes rendus compte que beaucoup de migrants qui ont débarqué en Italie ne veulent pas s'arrêter en Italie. Ils ne veulent pas rester en Italie, ce n'est pas leur destination finale. Mais ils veulent se diriger vers d'autres pays européens comme la France, l'Allemagne, l'Angleterre, les Pays-Bas et la Belgique. Et à cette époque, et encore aujourd'hui, le migrant qui est donc en mouvement, le migrant en transit, n'était pas pris en considération par les autorités, par les institutions. Et donc est né spontanément dans la société civile un mouvement de citoyens, de citoyennes qui aident les migrants dans leur passage en Italie. De leur débarquement en Sicile, sur les côtes sud, à Lampedusa, jusqu'à leur arrivée vers les frontières nord, à Vintimille et Suse, qui sont les frontières avec la France, les villes de Menton et de Montgenèvre, et aussi avec la Suisse, à Brennero, pour aller en Autriche et en Allemagne. Et pourquoi avoir nommé cette association Baobab Experience? Comment est-ce que vous avez eu l'idée de ce nom? Ce nom parce que le baobab en Afrique, c'est l'arbre de la vie. C'est un arbre avec un très grand tronc qui protège le voyageur. Il protège le voyageur s'il pleut fortement. Il le protège de l'eau. S'il y a beaucoup de soleil, il crée une grande ombre qui le protège du soleil. Et surtout parce qu'en 2015, quand d'un coup il y a eu des centaines de migrants dans nos rues, nous nous occupions d'un vieux centre d'accueil qui s'appelait Baobab. Et donc à partir de là, nous avons décidé de garder ce nom et d'appeler l'association Baobab Experience. Vous aidez donc les migrants qui arrivent sur Rome. Comment est-ce que vous faites pour les aider? Vous les accueillez, mais pas seulement. Vous proposez aussi d'autres types d'aides? Oui, ces dernières années, le Baobab, au-delà de s'occuper des migrants qui sont en transit, qui sont en mouvement, s'est aussi occupé de ces migrants qui demandent l'asile en Italie et qui s'arrêtent à Rome. Au début, il s'agissait de leur donner de la nourriture, de leur donner des couvertures, de leur donner des matelas, des sacs de couchage et des vêtements.
Et puis, nous nous sommes rendus compte que ce n'est pas seulement de ça qu'ont besoin les migrants. En effet, ils ont besoin d'abord, au minimum, d'informations sur comment obtenir des papiers, d'une aide dans la recherche d'un travail, dans la recherche d'un logement, d'une aide sanitaire. Je rappelle que celui qui vient de Libye a passé des mois difficiles dans les camps en Libye, lors de la traversée en mer. Et donc nous avons commencé à développer nos activités sur d'autres aspects, également de l'aide aux migrants. Alors, ces dernières années, le discours anti-immigration l'a emporté en Italie. Vous défendez, vous, une autre vision des flux migratoires. Comment est-ce que vous voyez les choses? Oui, absolument. Nous avons une vision différente de celle de tous les gouvernements de ces dernières années sur l'immigration. D'abord, nous contestons le concept d'invasion, surtout parce qu'une bonne partie des migrants, la politique et la presse s'en sont maintenant rendus compte, ne s'arrêtent pas en Italie. Donc, s'il y a invasion, c'est plutôt en France, en Allemagne, en Espagne, dans les autres pays. Mais ce n'est pas en Italie qu'il y a une invasion. C'est un pays qui est en train de s'appauvrir en termes de population. Notre pays perd 250 000 habitants chaque année. Mais nous contestons ce qui a été la narration sur l'immigration comme elle a été racontée. C'est-à-dire qu'elle a été vue comme un danger, comme une atteinte à notre sécurité. Nous croyons que c'est vrai que la sécurité est un enjeu quand on parle d'immigration, mais il s'agit de la sécurité des hommes, des femmes et des enfants qui sont obligés d'abandonner leur propre pays. Et culpabiliser une personne seulement parce qu'elle migre n'est pas juste de notre avis. Migrer n'est pas une infraction et surtout les migrants ne sont pas un danger. Ils sont plutôt eux-mêmes en danger. Selon vous, l'immigration ne cause pas de problème, que ce soit en termes d'intégration, de sécurité? Sur l'intégration, je crois qu'il peut y avoir des problèmes si on n'investit pas sur l'intégration, si on n'investit pas sur l'accueil. Nous disons toujours qu'investir sur l'accueil plutôt que sur la construction de murs est un investissement sur la sécurité de tous, surtout celle des migrants, mais aussi de toute la communauté. En ce qui concerne la sécurité, il n'y a aucune donnée qui dit que les migrants augmentent la criminalité. Nous sommes en train de parler de l'Italie, le pays de la mafia, de la camorra, des attentats. C'est un pays qui, par rapport à il y a 20-30 ans, même 10 ans, est plus sûr. Et pourtant, la politique, pour des motifs électoraux, essaie d'appuyer sur le bouton de la peur et de la sécurité. Mais ce sont des données qui ne correspondent pas à la réalité. La première ministre Giorgia Meloni a annoncé récemment un décret visant à alourdir les peines, les sanctions envers les passeurs. Est-ce que vous pensez, vous aussi, qu'il faille lutter contre le système de passeurs? Moi, je crois que les personnes comme nous, qui accueillent bénévolement, sont des personnes qui sont les ennemis numéro 1 des trafiquants. Il me semble que derrière ces slogans du gouvernement de Giorgia Meloni se cache en fait une politique qui aide les vrais trafiquants. Moi, je pense à l'argent donné par l'Europe et surtout par l'Italie aux soi-disant garde-côtes libyens, aux groupes armés que se divise la Libye, aux dictateurs comme Erdogan en Turquie, qui encaissent beaucoup d'argent de l'Europe et de l'Italie pour contenir les migrants, mais qui ouvrent le robinet quand ils le souhaitent pour gérer leurs flux et les utiliser comme un moyen d'avoir plus d'argent.
In questi anni abbiamo assistito in Italia, ma anche in Francia, penso al nostro Ces amico, dernières années, nous avons assisté en Cédric Italie, Héroux, mais aussi en abbiamo France, assistito je a pense una à notre ami Cédric criminalizzazione Héroux, della solidarietà, à la dove si è criminalisation de la provato a far solidarité. passare chi come On a noi essayé fa un de faire lavoro passer solidale des gens con i comme nous, migranti qui agissent come, solidairement in envers les realtà migrants, dei trafficanti. comme en Noi réalité se des vedo trafiquants. che traffichiamo, Si nous traffichiamo trafiquons, nous in trafiquons umanità. en humanité. Non siamo, Aucun de nessuno nous di noi è est un trafficante, trafiquant, nessuno di aucun noi de è nous est un passeur. passeur. Noi rivendichiamo Nous revendiquons la liberté de libertà, mouvement il de movimento toutes et de di tutte e tous. di tutti, Et avec e, ces lignes diciamo, directrices, con nous queste effectuons linee notre guida, travail. lavoriamo e svolgiamo il nostro compito. Grazie mille, Grazie Andrea a voi. Costa. Je Grazie a rappelle voi. que vous êtes le fondateur de Baobab Experience. Au cœur de Rome, le Vatican, le plus petit État du monde, est dirigé depuis le 13 mars 2013 par le pape François. Retour sur les 10 premières années de son pontificat avec Lou Bémond de Senneville, correspondant du journal La Croix à Rome. Zone Europe. Il y a 10 ans, les cardinaux de l'Église catholique réunis en conclave ont choisi le cardinal de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, pour devenir le 266e pape de l'Église catholique. C'était le premier pape non européen, c'était aussi le premier pape jésuite. En quelques mots, c'était le pape de la nouveauté, ce pape François. Oui, ça a été le pape de la nouveauté, d'abord parce que, comme vous l'avez dit, c'est un pape qui vient de loin, qui vient d'Argentine, donc de l'autre bout du monde même, hein, géographiquement, symboliquement, culturellement. Et puis c'est un pape qui a beaucoup joué sur les symboles, la rupture, qui joue encore aujourd'hui sur les symboles et la rupture. Et donc voilà, c'est un pape qui vient de loin, à la fois pour la culture de l'Église catholique, qui est très occidentale et qui est assez européano-centrée, occidentalo-centrée, et en même temps d'un point de vue géographique, c'est-à-dire c'est un pape qui a la connaissance d'autres cultures, d'autres continents, et notamment d'autres manières de penser l'Église catholique dans le grand sud, de la moitié sud du monde. Alors 10 ans, c'est aussi l'occasion de faire le bilan justement de son pontificat. Un premier bilan, il a été mandaté au départ pour réformer la curie par les cardinaux, lutter contre le cléricalisme, la place des femmes dans l'Église aussi, lutter contre les abus sexuels, assainir aussi les finances du Vatican qui étaient il y a 10 ans en déficit. Est-ce qu'il a réussi à réformer l'Église, Pape François ? Alors, il n'y a pas vraiment de réponse oui ou non à cette question. Il a impulsé un certain nombre de réformes dans l'Église catholique. C'est sûr que la réforme, c'est l'un des marqueurs de ce pontificat, de ces 10 premières années, si on peut dire. Il n'y en aura pas 10 autres, mais en tout cas, de ces 10 années, c'est vraiment un marqueur. Réforme à l'intérieur de la machine, à l'intérieur de la curie, où effectivement, voilà, ça correspondait à une demande qui avait été faite par les cardinaux en 2013, mais aussi réforme à l'extérieur de l'Église, de l'esprit de l'Église, de la manière de prendre ses décisions, d'écouter les fidèles, voilà, et aussi réforme vis-à-vis de deux grandes questions ici très importantes à Rome, les finances et les abus sexuels, la pédocriminalité. Donc voilà, effectivement, un pape de réforme
Mais vous savez, la réforme dans l'Église catholique, c'est pas un truc qui se décide en 5 ans, en 10 ans. On est plutôt sur des horizons de 50 ans. Sur des processus longs. Donc voilà, il lance des choses et après, on saura en réalité dans un peu plus que 10 ans si les réformes ont fonctionné et si elles continuent à être bien présentes. Un pape engagé aussi sur les questions environnementales et écologiques. L'Église catholique a été une institution pionnière en la matière sur la lutte contre l'environnement. Je ne pense pas qu'elle ait été je ne pense pas qu'elle ait été pionnière parce que voilà, il y a d'autres institutions internationales, je pense à l'ONU, je pense, enfin voilà, qui ont joué ces rôles-là, et puis aussi il y a un certain nombre de gouvernements dans les pays du Sud, notamment de pays du Sud. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis 10 ans, et avec l'avènement de ce pape, et avec l'insistance de ce pape, il y a une insistance particulière sur l'écologie, parce que le pape François a fait rentrer l'écologie dans le cœur de la pensée et des préoccupations catholiques. Avant, l'écologie, voilà, la nécessité de prendre soin de l'environnement, de la maison commune, voilà, de la création, c'était quelque chose d'un peu périphérique. Là, c'est devenu quelque chose de central. Et d'ailleurs, il l'a mis au centre d'une encyclique qui a été publiée en 2015, une grande encyclique verte et sociale. Et donc, effectivement, c'est celui qui a fait rentrer les préoccupations écologiques au cœur de l'Église catholique et au cœur de ce qu'on appelle le magistère, c'est-à-dire voilà, l'endroit où est pensée la doctrine de l'Église catholique. Un pape qui dialogue aussi en disant qu'il a rencontré plusieurs autres représentants religieux, notamment avec les orthodoxes et les musulmans. Quelle relation a-t-il avec les autres religions ? C'est un pape qui, depuis le début de son pontificat, veut bâtir des ponts. Vous savez, il dit souvent pontifex, donc c'est le pontife en latin, c'est celui qui bâtit des ponts, et il emploie souvent cette expression. Effectivement, notamment avec le monde musulman, voilà, c'est quelqu'un qui a voulu jeter des ponts, entamer des dialogues, aussi bien avec les sunnites et le grand imam d'Al-Azhar que les chiites en Irak, notamment avec l'ayatollah Ali al-Sistani, lorsqu'il a été en Irak pour ce voyage historique en 2021, et puis effectivement avec les orthodoxes, notamment avec le patriarche de Moscou, Kirill. Vous savez que ça a été la première rencontre depuis la grande rupture entre l'Orient et l'Occident dans l'Église catholique, entre Rome et l'orthodoxie. Et donc